des designers, des artistes. Voilà, vous trouverez la liste sur notre site internet. Des grandes divas, hein, des gens importants, Jasper Morrison, Critchik, Enzo Mari, Andrea Branzi, donc les vieux papes du design radical. La seconde génération avec Critchik, Jasper Morrison. Maintenant, on a les petits-enfants, hein, Azenbourg, Werner Esslinger, etc. On a aussi toute une partie avec des artistes d'art contemporain. Ouais, les derniers en date, Simon Starling, un Anglais, des Français, Fabien Vercher, Françoise Petrovitch, etc. Alors l'objectif, il est double. C'est d'une part donner la possibilité à ces créateurs d'avoir accès à un alphabet technique rare, parce que même si ces savoir-faire sont encore pratiqués dans quelques grandes industries, les portes sont souvent très difficiles à passer, d'autant plus que ces industries n'ont pas le format ni l'état d'esprit forcément pour accueillir des créateurs dans le cadre de recherche qui n'ont pas forcément toujours l'objectif d'aboutir. Voilà. Donc on sauvegarde le savoir-faire, on le refait revisiter et on expérimente aussi de nouvelles typologies de développement économique. C'est-à-dire que voilà, on fait de temps en temps des coéditions avec des galeries. Parfois c'est des éditions CIAV, comme le fameux Douglas, donc c'est CIAV. Malgré que Capellini l'ait voulu à un moment donné, on a dit, non, on le garde à Meisenthal, on a pris des risques ensemble, on le continue ensemble. Parfois, c'est des choses plus innovantes qu'on expérimente. Donc, le troisième objectif et le dernier, c'est non seulement se sauvegarder le savoir-faire, le donner à revisiter à des créateurs contemporains, et ensuite, c'est de le repartager avec le grand public par de la vente, par des expositions, par des parutions, des catalogues, des ouvrages. Et donc, voilà, on est sur un projet assez innovant, hein, dont l'objectif est de vraiment puiser dans l'humus d'un territoire et dans ses racines les ressources qui permettent de rebondir et de nourrir un doux rêve de modernité, en essayant toujours de partir en éclaireur, c'est-à-dire de ne pas suivre les tendances ni la mode, mais voilà, quand François Azenbourg a commis le vase Douglas, voilà, ça a été fait avant tout le monde, quoi. Yann, pour te laisser reprendre le souffle, d'abord inviter à nouveau les gens qui sont intéressés par ce débat à nous rejoindre autour de notre table, mais peut-être aussi... j'ai perdu le fil. Merci, c'est bon. En fait, là, tu évoques un projet qui a été un projet douloureux. Enfin, c'est vrai que ça a été un traumatisme pour une région, ça a été économiquement un drame pour des milliers de gens. Enfin, tu as évoqué les sous-traitants, l'ensemble d'une population qui vivait de cette activité. Donc, on voit bien le projet culturel tel que tu l'as défini, qui est très cohérent, mais quid du projet économique? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le CIAV en termes de projet économique pour cette région? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors, juste pour resituer une chose importante, c'est que le Centre d'Art Verrier, encore aujourd'hui, est une structure publique gérée par une collectivité territoriale. Donc, il est vraiment à la lisière entre les choses publiques, la recherche, les résidences d'artistes, et d'un autre côté, une application industrielle dont l'objectif est une application économique surtout, dont l'objectif est d'essayer de raviver les choses. Alors, effectivement, économiquement, le CIAV a maintenant 18 ans. On ne peut pas dire qu'il a sauvé une région, pas encore en tout cas. Néanmoins, je pense qu'il a apporté beaucoup à tout un secteur économique. Déjà, le Centre d'Art Verrier en lui-même a une capacité aujourd'hui d'autofinancement de 80% grâce à la commercialisation d'objets in situ dans des galeries à travers l'Europe par des coéditions avec des artistes et des designers, mais aussi par tout l'aspect touristique puisqu'on accueille aussi les gens en visite. Un gros travail aussi avec les jeunes publics. Néanmoins, on a réussi il y a quelques années à commencer à vraiment débuter ce qui était un doux rêve, même une utopie au début, c'est d'incarner une cellule de recherche et développement pour l'industrie encore existante dans le secteur. L'an dernier, nous avons travaillé avec une sélection de 5 jeunes designers qu'on a sélectionnés dans notre petite écurie et nous avons travaillé pour les Cristalleries de Saint-Louis. Nous avons rafraîchi une ancienne collection
ce qu'ils appellent les carafes de nuit, c'est-à-dire cette carafe avec un verre renversé dessus que l'on posait sur les tables de chevet pour épancher les soifs nocturnes. Et donc voilà, on a travaillé aussi pour le Calp, une grosse cristallerie industrielle italienne de la région de Sienne. C'est-à-dire qu'on incarne quelque chose qui n'existe pas dans cette industrie-là, c'est-à-dire c'est un petit lieu épargné. Tu es venu nous voir, tu as vu combien les murs et le site peut nourrir l'inconscient des gens qui sont là, parce qu'on est dans un cadre vraiment incroyable. Et l'industrie rend bien compte qu'à un moment donné, il est impossible pour elle, si elle ne s'en donne pas les moyens, de faire de la recherche dans de bonnes conditions dans ses propres murs. Une grosse cristallerie, c'est plusieurs hectares d'ateliers, c'est des gens qui travaillent par poste, c'est différents interlocuteurs 3 fois sur 24 heures, c'est des objets qui se perdent rapidement dans les ateliers parce qu'on n'était pas au courant. Au CIAV, il y a une sorte de sérénité. Et il y a surtout quelque chose de très important, c'est que nous avons, en 10 ans, constitué une équipe de techniciens qu'on voit à l'écran, qui ont vraiment cette capacité à écouter. C'est-à-dire que Vous êtes combien actuellement ? Il y a 15 salariés en tout, dont 8 techniciens, verriers, et tailleurs et décorateurs. Et c'est vraiment, François pourrait peut-être en témoigner avant, c'est une vraie capacité d'écoute. Il est vrai que, en général, même dans les formations des métiers de l'artisanat, souvent il est prôné le fait que le secret de ce qu'on sait faire, c'est la pérennité et la garantie de son travail. Nous, on est plutôt de l'avis suivant, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut partager pour gagner. Donc nous, quand un artiste ou un designer arrive, la première des choses, c'est qu'on ouvre la boîte à outils et qu'on lui permet de se servir comme il veut. Donc il n'y a vraiment aucune limite. Et c'est vraiment ça, c'est en ce sens-là que le Centre d'Art Verrier, un peu comme le Craft qui existait à Limoges, peut incarner cette espèce de sas de décompression entre le monde des designers qui en général travaillent en solo, en binôme, en petite équipe, et la grosse industrie. À un moment donné, si la recherche se fait dans des espaces-temps qui sont conçus pour pouvoir faire évoluer des projets, le designer il gagne beaucoup et l'industrie aussi. Donc, à t'écouter, donc il y a là une double légitimité à la fois du côté des créateurs, une reconnaissance. C'est vrai que je revoyais tout à l'heure la liste des écoles qui participent depuis 18 ans ou qui ont mené des résidences. C'est impressionnant. Il y a au moins une vingtaine d'écoles. Ça représente 7 ou 8 pays. C'est plus de 1500 étudiants. Mais c'est aussi une reconnaissance, une légitimité auprès du monde industriel, c'est-à-dire de l'industrie lourde qui reconnaît en vos savoir-faire non seulement l'aspect patrimoine, mémoire, mais aussi des capacités d'innovation et d'invention. Je crois que ce qui caractérise le Centre d'Art Verrier, au-delà de l'extrême sympathie des gens qui y travaillent, je parle de mes collègues bien sûr, du bon picon bière qu'on peut boire juste en face, hein, François, tu t'en rappelles. En fait, il y a quelque chose de magique à Meisenthal, je crois que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'endémique. C'est-à-dire que pourquoi Émile Gallet, il y a 140 ans, s'est arrêté à Meisenthal, peut-être la cristallerie ou l'unité de production la moins prestigieuse. À côté, il y avait les cristalleries royales de Saint-Louis, il y avait les cristalleries lorraines de Lemberg, il y avait tellement d'unités de production, il s'est arrêté à Meisenthal. Aujourd'hui encore, le monde vient à Meisenthal. On se l'explique peut-être difficilement, c'est peut-être des ondes telluriques. En tout cas, je pense que c'est comme certaines espèces végétales qui ne poussent qu'à une altitude, à certaines conditions. À Meisenthal, il y a quelque chose. Pourquoi François Azenbourg s'est arrêté là? Pourquoi beaucoup d'autres s'arrêtent ici? Voilà, c'est le lieu, la magie du lieu, c'est les hommes, le génie du lieu peut-être, c'est les hommes qui le font, c'est un état d'esprit, voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un espace qui appartient à ceux qui vivent et qui y habitent. Tous les verriers habitent à 10 km aux alentours. Ils ont l'impression de travailler pour leur propre territoire. Ils font retrouver à tous les habitants l'identité perdue de ce monde ouvrier. Donc voilà, il y a quelque chose de particulier, c'est endémique. Voilà. Bon, François, est-ce que tu peux bonsoir. Nous raconter cette rencontre avec Meisenthal? Si, c'est bon. Oui, enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Concernant le lieu, c'est vrai que c'est un lieu qui est extrêmement dense, concentré.
C'est un lieu qui est extrêmement petit, effectivement, qui est à une échelle humaine. Et on y rencontre évidemment des verriers. Et moi j'ai été vraiment frappé en fait de la qualité d'écoute. Alors c'est assez amusant parce qu'on a ce sentiment à la fois d'être dans une forme d'isolement parce que le lieu, le village est vraiment extrêmement petit. On est en plus dans comme tu disais, dans une région encaissée. Et en même temps, effectivement, on a l'impression d'être en prise avec d'autres choses, quoi, avec des choses qui dépassent le lieu. Voilà. Après, ce que je peux peut-être raconter, c'est l'histoire de notre histoire. C'est-à-dire que au tout début, alors moi j'ai assez peu d'affection pour le verre a priori, puisque pour ceux qui connaissent un peu mon travail, moi je suis plutôt attiré vers la chose légère. Et quand on regarde le verre, on est à une densité de 7, de 8, donc ça commence pour moi à être un matériau prohibitif. Malgré tout, étant issu aussi du milieu de l'art, c'est vrai que pour moi, le verre, ça a toujours représenté une forme de transparence aquarellée, des choses comme ça, et donc une forme de légèreté visuelle. Mais j'avais jamais eu l'occasion, en fait, jusqu'à mon grand âge, de travailler sur le verre. Et il faut rendre hommage ici quand même à Jean-Pierre Blanc, le directeur de la Villa Noailles, qui m'avait demandé avec 4 autres designers de travailler sur l'aménagement intérieur des chambres de résidence de la Villa Noailles. Et dans cette histoire, il fallait concevoir un vase. Alors moi je me suis dit, l'occasion est trop belle pour commencer à utiliser ce matériau que j'aime pas trop, qui est le verre. Voilà, alors on parle pas du tout de Douglas pour le moment, on parle d'un vase qui s'appelle Tsukiji, qui a été donc fabriqué pour les chambres et ensuite édité par Capellini, qui est un espèce de... Enfin je passe les détails, mais toujours est-il, ce qui a été assez amusant, c'est que j'ai donc contacté Yann, qui m'a rappelé un dimanche en me disant, écoutez, votre dessin il a l'air un peu compliqué, je crois que quand même le plus simple, ce serait que vous veniez, quoi. J'ai dit ok. Et donc je suis venu, et évidemment, entre mon dessin, mon idée et ce qui se passait sous mes yeux, il y avait évidemment une grande distance. Toujours est-il que je crois que dans ce genre de lieu, il y a une espèce de fascination. La fascination, elle vient en fait entre le peu de distance qu'il peut y avoir entre la pensée et l'objet fabriqué. On est, je dirais, dans une espèce de forme d'instantané qui est extrêmement excitante en fait. C'est-à-dire qu'on dessine la pièce, 20 minutes après, elle est fabriquée. Donc on est dans une espèce de miracle qu'on arrive finalement assez rarement à atteindre dans le design. C'est-à-dire qu'au fond, on pourrait dire qu'on est dans une forme musicale, dans le sens je pense, je joue et c'est entendu. Là, on est dans une espèce de contraction du temps comme ça qui j'ai trouvé extrêmement enrichissante et surtout, ça permet un dialogue qui est vif, quoi, qui est de l'ordre du présent et pas on va faire ça avec Tessara, on se rappelle dans 8 jours, qu'est-ce que ça a donné. On n'est pas du tout dans ces mesures-là. Donc la question de la temporalité, elle a été extrêmement importante. Et en même temps, on a cette espèce d'impression de lenteur. Parce que c'est dommage qu'on n'ait pas de film, mais quand on voit les maîtres verriers dans leur chorégraphie, dans le lieu, c'est vraiment assez magique dans le sens où ils se frôlent tous sans évidemment se toucher, parce qu'ils ont quand même des boules de feu à 800 degrés en bout de leur canne. Et donc ils doivent à la fois être rapides, précis et lents. Et voilà, donc je trouve qu'on est dans des endroits comme ça extrêmement contrastés, contradictoires. Et voilà, moi j'ai tout de suite été passionné et évidemment charmé parce que effectivement on a une équipe extraordinairement sympathique, extraordinairement ouverte parce que c'est évident, comme le précisait Yann, c'est quand même des maîtres verriers qui ont l'habitude de travailler avec des artistes, des designers de tout horizon. Il y a quand même un certain nombre de cinglés qui sont passés
on citera pas de nom, mais on s'y après.